Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin, c'est la grande édition du soir. Voici les titres de l'actualité au Bénin. Au sommaire, ce soir, ce 22 mars 2024, le monde entier célèbre la source des vies. C'est la journée mondiale de l'eau. Cette 31e édition des commémorations est placée sur la problématique de l'eau pour la paix. Les acteurs du secteur de l'eau au Bénin célèbrent pour la toute première fois dans l'histoire cette journée mondiale de l'eau. Et puis, la clôture de la réunion régionale consultative sur la fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. Les travaux se sont soldés par la mise en place d'une alliance régionale qui va renforcer les efforts régionaux en matière de fortification des aliments afin de lutter contre les carences en micronutriments. Plusieurs recommandations sont assorties des travaux. Et puis, on parlera également du ministère des Sports qui a célébré en différé la Journée internationale des droits des femmes, une occasion pour les femmes et les autorités du ministère de réfléchir sur les conditions d'émancipation des femmes pour une nation prospère. Voilà pour le programme de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. La communauté internationale célèbre ce vendredi la journée mondiale de l'eau. Cette 31e édition de la commémoration est placée sous le thème « L'eau pour la paix ». Au Bénin, les acteurs du secteur de l'eau célèbrent ensemble pour la toute première fois dans l'histoire de Bénin cette journée. Festivités et discussions scientifiques ont réuni partenaires techniques et financiers, acteurs étatiques et non, mais aussi les organisations de la société civile. C'était au Palais des Congrès de Cotonou. On fait le point avec William Judicael-Clégan. La célébration donne lieu à des réflexions stratégiques sur le thème de la Journée mondiale de l'eau 2024, l'eau pour la paix. Cette 31e édition est la toute première commémorée par tous les acteurs du secteur de l'eau au Bénin en un seul événement. Loin d'une célébration, il s'agit d'une opportunité pour les différents acteurs impliqués dans ce secteur, les professionnels, les décideurs, les usagers, les citoyens, de discuter des problématiques du secteur et de réfléchir autour des initiatives concrètes pour une meilleure gestion, protection et disponibilité des ressources en eau, en quantité et en qualité pour satisfaire tous les usages sans cesse croissants. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui plus que jamais réaffirmer notre engagement et notre détermination à promouvoir les principes de la gestion intégrée des ressources en eau en adoptant une approche collaborative et multi-acteurs. Nous pouvons efficacement relever les défis complexes de l'eau auxquels sont confrontées nos communautés et atteindre la sécurité de l'eau tout en promouvant la paix et la stabilité, gage de l'épanouissement collectif. Les conférences débats et panels de discussion portent sur l'eau et l'assainissement face à la variabilité et au changement climatique. La question du financement durable, de la gestion intégrée des ressources en eau est aussi évoquée. Ceci dans le but d'éclairer les gouvernants sur les leviers à actionner pour atteindre au plus vite la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 6. Le dernier rapport de 2023 indique que pour atteindre les ODD 6 sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène à l'échelle mondiale, il faudra aller 2 à 6 fois plus vite que le progrès actuel. Donc la première piste à laquelle je nous invite à réfléchir, de savoir si nous sommes à bonne vitesse au Bénin. La question se pose à plusieurs niveaux, évidemment. L'eau potable en milieu rural, en milieu urbain, l'assainissement domestique, l'assainissement communautaire, l'hygiène, et j'en passe. Au plan national, la nécessité d'instaurer une coopération entre les divers secteurs utilisateurs de l'eau constitue un point de départ pour la coordination des divers intérêts en jeu. Et au niveau transfrontalier, la coopération relative aux ressources en eau partagées et la diplomatie de l'eau sont la base d'un climat de paix autour de l'eau. Les résultats de recherche et ceux issus de la mise en œuvre de certains projets sur la gestion de l'eau ont été aussi exposés
aux participants. Et je vous le disais en titre, cette cérémonie de clôture de la réunion régionale consultative sur la fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO, les travaux qui se sont soldés par la mise en place d'une alliance régionale qui va renforcer les efforts régionaux en matière de fortification des aliments, ceci afin de lutter efficacement contre les carences en micronutriments. Teddy Goudalo. L'acte que voici consacre le lancement officiel de l'Alliance régionale pour la fortification alimentaire en Afrique de l'Ouest. Bravo! C'est une plateforme dont la mission est de renforcer les efforts régionaux en matière de fortification alimentaire afin de lutter contre les carences en micronutriments. Nous nous engageons en tant qu'alliance vraiment à supporter cette alliance régionale en créant dans un premier temps une plateforme de communication. Cette plateforme virtuelle sera un cadre d'échange entre toutes les associations, les ANF, avec des réunions régulières qui seront tenues pour discuter de nos problèmes, voir entre nous les solutions que nous pouvons apporter entre les pays, avant d'en venir à l'alliance régionale, qui sera le cadre fort où il y aura l'ancrage de la fortification au niveau régional. L'Alliance régionale pour la fortification alimentaire en Afrique de l'Ouest réunit les États membres de la CEDEAO, des organisations de la société civile, le secteur privé, des organisations internationales et bien d'autres structures. Ensemble, ces acteurs s'engagent à promouvoir et à soutenir la fortification des aliments comme une stratégie efficace pour prévenir les carences en vitamines et minéraux essentiels. Il est important de nous attarder sur quelques points importants issus de vos travaux qui orientent et qui vont permettre à ce que la prise de décision soit efficace pour renforcer la stratégie de fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. Il s'agit entre autres du renforcement de la disponibilité des prémix et des équipements pour la fortification alimentaire par des mesures incitatives, de la dynamisation des alliances nationales pour la fortification tout en renforçant le partenariat public-privé et le suivi des interventions de fortification, du renforcement de la collaboration avec les associations des consommateurs pour susciter la demande au sein des populations pour une meilleure consommation des aliments fortifiés. En lançant cette alliance régionale, l'Organisation ouest-africaine de la santé réaffirme ainsi son engagement envers la santé et le bien-être des populations. Autre volet de l'actualité, la Fondation Malherossou, elle, a organisé jeudi un point de presse pour remercier le chef de l'État, Patrice Talon. C'est au sujet des mesures sociales en faveur des aspirants au métier d'enseignant. Au cours de cette même rencontre avec la presse, les hommes des médias qui interviennent en plein mois de Ramadan, d'autres sujets ont été abordés par les responsables de la Fondation Malherossou. William Sanoussi. C'est un mois béni. Les responsables et membres de la Fondation Malherossou se retrouvent au siège à Cotonou pour remercier le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement pour les différentes mesures sociales prises par le Conseil des ministres du lundi 18 mars dernier en faveur des aspirants au métier d'enseignant. Ces mesures, résumées principalement en 5 points, sont de nature à améliorer les conditions de vie et de travail de nos enseignants pour un meilleur encadrement et plus adéquat de nos enfants. Nous sommes donc persuadés que les effets de ces mesures se feront constater à coup sûr par l'amélioration des résultats scolaires en fin d'année. Par l'annonce de ces mesures d'accompagnement et de soutien aux AME, le chef de l'État nous réaffirme une fois encore tout son attachement et sa détermination à redorer le blason du système éducatif de notre pays. Outre la déclaration sur les aspirants au métier d'enseignant, plusieurs autres sujets ont été abordés par la Fondation Malherossou
au cours de ce point de presse. Il s'agit de la situation de la mosquée Place Bulgarie à Bégamé, pour laquelle le président de la fondation a été nommé médiateur par l'Union islamique du Bénin. La question des étudiants dont la libération avait été annoncée, mais qui reste encore chose non faite. Le cas des exilés et prisonniers politiques, à propos duquel le président de la République n'a pas encore répondu, malgré l'appel lancé depuis fort longtemps par la fondation, a été aussi évoqué. Nous allons demander à tous les imams alpha ici présents de prier afin que la paix revienne à la mosquée Place Bulgarie. Je parle de Bégamé. C'est une honte pour la communauté musulmane. Et je remercie le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui fait trop pour la communauté musulmane par l'intermédiaire de la Fondation Malher Rossou. La question du Niger n'a non plus échappé à l'attention des responsables de la Fondation Malher Rossou. Il remercie le président Patrice Talon pour avoir répondu favorablement à leurs doléances relatives à l'enlèvement des conteneurs des Nigériens au port de Cotonou. Preuve selon eux de son engagement à œuvrer pour le maintien des bonnes relations entre le Niger et le Bénin. Nous avons noté avec beaucoup de joie que l'État béninois, sous l'éclairage du leadership de son président, a rendu totalement gratuit l'enlèvement de ces conteneurs. On a parlé, on a demandé, l'État nous a écoutés et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, dans peu de temps, nos 10 frontières seront ouvertes. L'occasion est saisie par la Fondation Malher Rossou pour souhaiter à toute la communauté musulmane un bon mois de Ramadan. Elle prie pour que les grâces de ce mois béni jaillissent sur tout le peuple béninois et sur toutes les autorités, en l'occurrence le chef de l'État. De Cotonou, on prend la direction du département des collines pour annoncer cette bonne nouvelle pour les populations de la commune de Ouessé. Les voies Ouessé-Anseke et Ouessé-Kilibor ont été retenues pour être aménagées. L'annonce faite à l'issue du dernier conseil des ministres leur a été confirmée le week-end écoulé par l'honorable Edmond Agua. L'élu parlementaire accompagné d'une forte délégation a sillonné à cet effet plusieurs localités de la 10e circonscription électorale. De Ouessé à Ikemo, dans l'arrondissement de Kilibor, l'exercice a été le même. Accompagné d'une forte délégation, l'honorable Edmond Agua est allé rassurer les populations. Les travaux d'aménagement en terre et de bitumage de route annoncés par le gouvernement impactent aussi leur localité. Comme à Glazoué, 2 principales voies sont également retenues dans la zone pour être aménagées, respectivement longues de 25 et 22 km. Kilibor-Ouessé puis Ouessé-Anseke font partie du total des 332 km à réaliser sur l'ensemble du territoire. Un peu comme ce qui va se faire à Glazoué, l'objectif est d'embrasser plusieurs arrondissements. 22 km de voies réaménagées pour servir la commune de Ouessé. À partir de Anseke, ce n'est pas donné, mais le chef de l'État a décidé de nous l'offrir. Il s'agira de la construire en terre latéritique, de faire tous les ponts, les ponceaux, les accotements, les carnivaux qui sont le long de ce tracé-là. En plus de ça, il est prévu Kilibor, Ouessé en passant par Ikemo. À chaque étape des séances d'échange avec les militants de l'Union progressiste Le Renouveau, des diverses localités traversées par les voies à aménager, l'élu parlementaire s'est fait le devoir de présenter tous les détails du projet. Les itinéraires ont été rappelés, les travaux connexes ainsi que les caractéristiques ont été exposées. Très enchantés par la nouvelle, les populations ont exprimé leur satisfaction. Depuis des décennies, nous avons manqué cela. Nous avons parlé partout, on n'a pas eu bien de tout. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Nous remercions le président Patrice Talon pour avoir pensé à notre commune. Nous attendions cet événement depuis des années, depuis des décennies. Premier mandat du président Talon, nous avons bénéficié d'un joyau, le stade Omnisport, qui est là. Mais depuis ce temps, nous étions en train de dire la voie va venir, la voie va venir, la voie va venir. Et
Aujourd'hui, nous avons l'information réelle. Moment de liesse et d'expression de reconnaissance, la rencontre a également servi de cadre pour sensibiliser les participants. De nombreux conseils leur ont été prodigués afin de les préparer et à accompagner les entreprises à charge des travaux. Je dirais à la population d'être déterminée, laborieux. Surtout, les entrepreneurs là auront besoin d'une forte main-d'œuvre, des manœuvres et des ouvriers. Et il faut que les responsables qui sont ici et qui sont un peu intellectuels puissent expliquer aux populations le bien fondé de la question et de les amener à accompagner ceux qui sont chargés de réaliser ces travaux. Prévus pour être lancés dans quelques semaines, les travaux d'aménagement vont durer 30 mois. Ils sont confiés à Portéo BTP Bénin. La mission de contrôle est assurée par Setem Gopa Infra. Et puis retour à Cotonou pour évoquer ce programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG, qui a procédé hier dans la matinée au lancement du référentiel de formation au leadership politique féminin. Cet outil de formation a pour but de renforcer les capacités des jeunes femmes leaders politiques du Bénin. La rencontre entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Ingrid Day, Jocelyn Barriga. Le programme d'appui à l'égalité de genre célèbre de la plus belle manière ces Amazones de la première cohorte. C'est à travers le lancement du référentiel de formation au leadership politique féminin élaboré pour mieux orienter le renforcement des capacités des jeunes femmes leaders politiques. Cet outil de formation, qui est aussi dédié à toute personne qui le désire, constitue un repère notamment pour ces femmes dont 80% sont issus des partis politiques. Le PAEG ne saurait se mettre en marge de l'opportunité qu'offre le mois de mars pour réfléchir et agir dans le sens de leur évolution. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous irons d'abord à la découverte du référentiel de formation élaboré par le PAEG pour l'efficacité du renforcement des capacités de la cohorte. Elles sont au total 502 femmes provenant des 12 départements du Bénin à bénéficier de ce projet. Fruit d'un accord signé en 2022 par le Bénin et la coopération suisse, le PAEG a pour objectif de renforcer l'égalité de genre au sein de la société béninoise. Elle vise également à réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique dans le pays. Partenaire de longue date, la Suisse ne se lasse d'accompagner l'État béninois dans la mise en œuvre effective de ces projets de grande envergure visant à promouvoir les droits de la femme béninoise. Investir en faveur des femmes, c'est aussi travailler pour la promotion du leadership politique féminin et maintenant mettre en lumière le potentiel et les capacités de la femme béninoise. La Suisse reconnaît que l'égalité des sexes n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi une condition essentielle pour atteindre un développement équilibré et dynamique. En investissant dans le leadership politique des femmes, la Suisse œuvre à créer des sociétés plus justes, plus inclusives et plus prospères. Après l'étape de la présentation et la remise symbolique de cet ouvrage, s'ensuit une discussion sur le thème « Pour un leadership féminin au service de la paix ». Les échanges se penchent sur le potentiel et les capacités de la femme béninoise dans la promotion de la paix. Je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance à poursuivre notre coopération agissante avec les partenaires techniques et financiers en général et la coopération suisse en particulier en vue du renforcement de la participation des femmes aux postes de décision tant électifs que nominatifs, gage d'un développement équitable et durable. L'autre moment fort qui a également marqué cette rencontre, c'est l'instant plaidoyer des femmes bénéficiaires de la première cohorte du programme d'appui à l'égalité de genre, PAEG. Et la note culture de cette édition, le Bénin qui prend place à la réputée Biennale de Venise en Italie du 20 avril au 24 novembre de cette année 2024.
C'est le plus prestigieux rendez-vous mondial des arts contemporains. Le pavillon béninois est intitulé en anglais « Everything Precious is Fragile ». L'exposition aborde la traite négrière, la figure de l'Amazone, la spiritualité, mais aussi la religion vaudou. Le ministre de la Culture a animé à cet effet hier une conférence de presse. C'était ici à Cotonou. On écoute Jean-Michel Abimola. Si pour les sportifs, on prépare parfois les Jeux olympiques, si on prépare la Coupe du monde de football, ben dans le domaine de l'art, les Jeux olympiques, la Coupe du monde, et que sais-je encore, c'est justement la Biennale de Venise qui a été créée en 1895 et est reconnue aujourd'hui comme l'une des institutions culturelles les plus prestigieuses au monde. C'est un carrefour mondial de révélation de l'art contemporain. L'ouverture d'un pavillon béninois s'inscrit dans la dynamique de positionner notre pays sur la scène internationale d'abord et dans le circuit mondial de l'art contemporain et pour surtout impulser l'éclosion de l'économie créative dans notre pays, le Bénin. Le titre de notre pavillon à Venise c'est en anglais « Everything Precious is Fragile ». Ça veut dire tout ce qui est précieux est fragile. Alors pourquoi l'anglais? Parce que justement cette biennale internationale, c'est le monde entier qui est là et la langue la plus usitée est l'anglais, mais bien évidemment, nous allons sur notre pavillon, nous allons parler français, on va peut-être parler italien pour ceux qui savent parler italien, pourquoi pas fon ou yoruba, mais voilà le thème, c'est tout ce qui est précieux et fragile. Il s'agit donc, à travers les thématiques de la spiritualité, du vaudou, de l'Amazone, de la traite négrière, de présenter le féminisme africain et le féminisme, spécialement le féminisme béninois. Le pavillon du Bénin se situe, pour ceux qui connaissent Venise et qui connaissent la Biennale, se situe dans l'Arsenal. C'est un endroit, un site, un lieu à Venise et nous occuperons une superficie d'un peu plus de 300 mètres carrés, 320 mètres carrés. Nous avons programmé la préouverture du pavillon les 17, 18 et 19 avril 2024 et le vernissage, c'est-à-dire l'inauguration en quelque sorte, c'est le 18 avril 2024. L'ouverture au public est prévue du samedi 20 avril au dimanche 24 novembre 2024. Défense des droits des consommateurs, le gouvernement en fait son cheval de bataille. Si vous êtes boulanger et vous ne disposez pas d'une balance pour contrôler le kilogramme de pain que vous fabriquez, attention, vous avez encore le temps de vous conformer au risque de subir les sanctions en vigueur en République du Bénin. Une équipe de l'Agence nationale de normalisation et de métrologie et de contrôle de qualité sillonne depuis quelques jours les boulangeries du Bénin à l'effet d'une sensibilisation. L'exercice s'est déroulé mercredi à Cotonou. Teddy Goudalo, Rachidi Soubero. Tout comme cette boulangerie sise dans les encablures du marché d'Antopa à Cotonou, plusieurs autres structures ont reçu la visite inopinée du directeur de l'inspection et du contrôle à l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Nous n'avons pas une balance, ce qui va nous permettre de peser le pain. On n'a pas ça. Par exemple, celui-là, c'est le pétrisseur. Il est à côté. Et quand on envoie la pâte, lui, il prend ça et il vérifie si c'est le poids normal ou pas. Nous avons une pèse-poids, mais nous sommes posé la question à savoir, on va façonner une pâte, mettez ça sur la pèse-poids, enlevez ça d'abord, et puis après on va encore façonner une deuxième pâte, mettez ça encore sur la pèse-poids, donc c'est une perte de temps. On ne peut pas le faire. Cette descente sonne comme une sensibilisation
sur l'importance du respect du poids du pain. Nous sommes passés dans les boulangeries du Bénin pour contrôler le poids du pain conformément aux dispositions de l'arrêté 052 de 2008 qui porte sur la fixation des poids et du prix des pains fabriqués en République du Bénin. Alors nous sommes en train de vérifier le poids des pains de 160 grammes et de 200 grammes. Suite aux irrégularités enregistrées, le directeur de l'inspection et du contrôle annonce pour très bientôt la phase répressive. Les boulangers récidivistes se verront tout simplement frappés de sanctions en cas du non-respect du poids du pain en vigueur. On n'a pas une sensibilisation pour ça avant. Donc comme vous venez de dire ça maintenant, on va essayer de l'avoir. Pour la plupart des boulangeries dans lesquelles nous sommes passés, on a constaté que les boulangers fabriquent le pain sans tenir compte du poids réel des pains fabriqués. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la balance et ils n'utilisent pas la balance vérifiée par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité parce qu'ils estiment que ça leur perd du temps de peser pain par pain. Et c'est ce qu'on a constaté dans la plupart des boulangeries dans lesquelles nous sommes passés. Pour l'instant, les sensibilisations se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Le directeur de l'inspection et du contrôle invite donc tous les boulangers à se mettre au pas. On parle maintenant sport et on prend directement la direction d'Accra, c'est au Ghana, pour évoquer les 13e Jeux africains. Le Bénin qui est gratifié d'une nouvelle médaille en or en athlétisme. La béninoise Odile Awanwanou, championne d'Afrique en titre à l'heptathlon, a décroché jeudi la médaille en or après les 7 épreuves combinées de sa spécialité déroulées sur 2 jours. Elle permet ainsi au Bénin de se repositionner à nouveau dans le classement. On fait le point avec Candide Rouventa de notre desk sport. Sans grande difficulté, Odile Awanwanou sort championne à l'heptathlon aux 13e Jeux africains. Elle a su son statut de championne d'Afrique en titre dans la capitale ghanéenne en terminant sur la plus haute marche du podium après une combinaison de 7 épreuves. Dans l'épreuve du 100 mètres haies, elle est arrivée première avec un chrono de 15 secondes 18 tiers. Au saut en hauteur, elle a battu son propre record qui est d'1,78 m en passant la hauteur d'1,79 m. Elle s'est aussi hissée à la première place au lancer de poids avec un lancer de 13,61 m avant d'arriver deuxième aux 200 mètres. Au saut en longueur, elle termine leader avec une performance de 5,70 m. Au lancer de javelot, elle s'est offert un jet de 40,29 m. Des performances qui ont permis à la native de Savalou de se positionner déjà en tête du classement avec un écart plus ou moins considérable sur ses concurrentes avant la dernière épreuve, le 800 mètres, où elle est arrivée 4e. L'athlète béninoise termine championne à l'heptathlon à l'issue de cette épreuve avec un cumul total de 5616 points à plus de 300 unités de sa dauphine. Une prouesse qui lui a permis de décrocher l'or pour le Bénin dans la discipline de l'athlétisme. Et puis le ministère des Sports qui a célébré en différé la Journée internationale des droits des femmes, une occasion pour eux donc de réfléchir sur les conditions d'émancipation des femmes pour une nation prospère. C'était à la salle de l'Office de gestion des stades du Bénin. Le point avec Florence Boussard, Moufid Saboura. C'est autour de la thématique investir en faveur des femmes et accélérer le rythme de la Journée internationale des droits des femmes que les discussions ont eu lieu. Un creuset pour faire le bilan des actions menées en faveur des femmes au sein du ministère et les perspectives. Le ministère des Sports est conscient depuis plusieurs années de l'importance de promouvoir l'égalité des genres dans ses actions. Il est crucial de mettre l'accent sur le développement des femmes du sport pour garantir des résultats positifs comme celui de notre compatriote invité d'honneur, Noélie Yarigo. Plusieurs communications ont été développées, notamment le sport, un levier puissant pour accélérer le progrès vers l'égalité de sexe, et bien d'autres doléances ont été formulées au cours de cette rencontre, ce qui a retenu l'attention de l'autorité ministérielle.
Le thème de cette année invite à investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Investir en faveur des femmes, une question de droits humains. Mettre fin à la pauvreté et à la précarité. Des actions pour promouvoir l'égalité. Et pour y parvenir, le ministère du Sport, dont j'ai la charge, a à cœur de lutter pour l'égalité entre les hommes et les femmes et contrer les discriminations. Cela passe par l'encouragement des candidatures féminines dans l'univers du sport, le sport au féminin, la prévention et lutte contre les violences sexuelles et sexistes. L'invité d'honneur, la médaille de bronze, Noélie Yarigo, a exhorté les femmes à redoubler d'ardeur et de ne pas s'inquiéter de d'échouer. Si aujourd'hui, moi, j'ai pu réussir, ça veut dire que vous pouvez aussi le faire. Ça ne s'applique pas seulement dans le sport, que ce soit dans vos domaines, essayez de travailler dur. Vous allez échouer, c'est normal. L'échec fait partie de notre parcours, en fait. Et n'abandonnez jamais, donnez toujours le meilleur de vous et ça finira par payer. Cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes par le ministère a été également marquée par une séance de fitness, une manière pour elles de garder la forme pour de plus amples résultats. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous et très bon week-end à tous.